Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 6 avril. C'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane. Voici les titres. Nous reviendrons d'abord sur les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Moselle. Taux d'incidence, hospitalisation, nouveaux symptômes, toutes les réponses à vos questions dans quelques instants. Depuis mars, ArcelorMittal à Florange lance une importante campagne de recrutement. Après 2 années de crise sanitaire qui ont ralenti les embauches, le géant de la sidérurgie dispose de plusieurs centaines de postes à pourvoir. Dans l'actualité mosellane également, un nouveau média vient de voir le jour à Rohrbach-les-Beach, Airtree, la radio qui recycle. Il s'agit d'un projet proposé aux écoles primaires et collèges pour réduire les déchets. La météo, demain, le ciel sera gris, quelques petites averses sont à prévoir, mais surtout un fort vent avec des pointes de 80 km/h. Les températures, elles, resteront douces. Et puis l'invité du jour est Fabien Di Filippo, député de la Moselle. Nous reviendrons avec lui sur la polémique concernant le droit local en Alsace-Moselle. Mais tout de suite, l'actualité. Focus, je vous le disais aujourd'hui, sur les derniers chiffres de l'épidémie en Moselle. Hier, le plan blanc a été déclenché au CHR Metz-Thionville, une mesure pour faire face à la recrudescence des contaminations. Tim Girard et Jean-François Ambroise répondent à toutes vos questions. Quel est le taux d'incidence en Moselle ? Selon les derniers chiffres du gouvernement, près de 1700 cas sont détectés pour 100 000 habitants chaque semaine, ce qui fait du département de la Moselle l'un des plus touchés du Grand Est. Quel impact sur l'hôpital ? Le nombre moyen d'hospitalisations est en hausse de 16% en 7 jours. Une progression qui n'a pas d'impact sur les décès, toujours en baisse, moins 25% la semaine passée. Quels sont les profils hospitalisés ? Le portrait robot des personnes souffrantes de formes graves reste le même. Les plus de 60 ans et les non-vaccinés sont les plus touchés. À noter qu'une récente étude de la DREES et de l'INSEE révèle que ceux ayant un niveau de vie inférieur à la moyenne représentent 57% des hospitalisés. Les symptômes ont-ils changé ? De la gorge irritée aux maux de tête en passant par le nez qui coule, les signaux liés à une contamination restent globalement les mêmes. Cependant, avec les variants Omicron et BA2, la période symptomatique semble plus courte que ce que l'on pouvait observer avec les variants Alpha et Delta. A l'inverse, les Covid longs seraient eux plus fréquents, entre 10 et 30% des infectés sont concernés. Quelle tournure va désormais prendre l'épidémie de Covid-19 ? D'après l'OMS, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore derrière nous. 3 scénarios sont envisagés. Dans le pire des cas, le virus devient plus dangereux et plus transmissible. Dans le meilleur, les vaccins ne sont plus utiles car les variants sont moins virulents. Et enfin, le scénario le plus probable est la poursuite de l'épidémie, mais avec des formes moins graves au fur et à mesure que l'immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections. Le site d'ArcelorMittal à Florange lance une importante campagne de recrutement. Après 2 années de crise sanitaire qui ont ralenti les embauches, le géant de la sidérurgie dispose de plusieurs centaines de postes à pourvoir. Plusieurs filières de l'entreprise sont à la recherche de main-d'œuvre. Exemple avec 2 employés du site, reportage Ghislain Schumacher. À gauche Julien, embauché il y a 6 mois. À droite Jean-Patrick, 21 ans de carrière chez ArcelorMittal. Aujourd'hui, ce dernier est chargé de surveiller et d'améliorer l'alimentation électrique de l'usine à froid du site. Il occupe ce poste depuis 2 ans, après une belle évolution au sein de l'entreprise. J'ai commencé en tant que dépanneur, après en tant que fiabilisateur, travaux neufs et préparateur et gestion technique de travaux. On évolue en fonction de nos envies, des besoins aussi d'Arcelor et toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Des opportunités que pourrait bien saisir Julien. À 23 ans, il est réparateur mécanique dans la même usine. Ici, on fabrique des bobines d'acier destinées à l'industrie automobile, notamment grâce à ces machines. Julien est chargé de les réparer si besoin. J'ai un téléphone portable pour cette ligne, on va m'appeler, je vais intervenir et l'objectif c'est que la ligne s'arrête le moins de temps possible et qu'on dépanne le plus vite, tout en sécurité, pour qu'elle puisse redémarrer et ainsi de produire. Le jeune réparateur a signé son CDI en septembre. Mais avant cela, il a effectué toute son alternance dans l'entreprise, de la terminale jusqu'à la licence. C'était quelque chose vraiment d'enrichissant pour moi. Donc scolairement, j'ai eu beaucoup de théorie. Ensuite, je pouvais expliquer toute ma théorie
en pratique sur le terrain, donc en entreprise chez Arcelor. On m'a toujours suivi, on m'a expliqué le travail. J'avais toujours quelqu'un qui venait avec moi lorsque j'allais dépanner. C'était vraiment un suivi optimal. Que ce soit à la maintenance, en production ou dans les autres filières, le site de Florange dispose de 60 postes d'alternants et de 200 CDI à pourvoir. Cet objectif de recrutement a plus que doublé par rapport aux dernières années. Le groupe veut avant tout préparer son avenir. On a un projet déjà fort de décarbonation. On vise une diminution de 40% de nos gaz CO2 d'ici 2030. On a aussi lancé un projet ambitieux de digitalisation à tous les niveaux de l'entreprise. Les recruteurs d'ArcelorMittal comptent prochainement sillonner tous les forums et les salons de l'emploi. L'objectif est de trouver les perles rares qui permettront à l'entreprise de relever les défis de demain. Et si vous souhaitez postuler, vous pouvez vous rendre sur le site internet carrière d'ArcelorMittal où toutes les offres d'emploi sont répertoriées. 6 ans après son arrivée à l'aéroport de Luxembourg comme directeur commercial, René Steinhaus va quitter le navire fin avril. Un départ pour s'envoler, je cite, vers d'autres objectifs professionnels. Dans un communiqué, Luxairport indique qu'il sera remplacé provisoirement par son numéro 2 actuel, Alexander Flassac. Depuis 2015, la ville de Metz adhère au réseau francophone Ville Amie des aînés. Il encourage un mode de travail transversal, la citoyenneté des âgés ainsi que la lutte contre l'agisme. Un tout nouveau label a d'ailleurs été créé en lien avec ce réseau, label que compte bien décrocher la ville de Metz. Écoutez Stéphanie Champ-Garnier, adjointe à la politique senior, sur ce sujet. Ce label a été créé en 2021 et Metz avait pour ambition de se lancer directement dans cette labellisation et de faire partie des 50 premières villes françaises qui seront labellisées normalement si nous remplissons les critères pour la fin de l'année de 2022. Alors on parle sur 8 thématiques qui vont aussi bien de la citoyenneté, du lien social, de l'autonomie, jusqu'à l'habitat, à la mobilité, aux espaces extérieurs, à l'information, aux cultures, aux loisirs. Donc on va échanger avec eux sur l'ensemble de ces thématiques-là. On ira même sur le développement durable, qui est une 9e thématique qui vient d'apparaître dans le réseau label Amis des aînés. Et donc ça va être des sujets très, très vastes, mais aussi très terrain, puisque le but c'est de construire un plan d'action sur les 3 années qui viennent, pour faire de Metz une ville amie des aînés. Toujours en politique, nous poursuivons notre présentation des projets et ambitions de chaque candidat. Aujourd'hui, Isabelle Roche, soutien mosellan d'Emmanuel Macron, a répondu à nos questions. C'est la mini-série de la rédaction avec Anne-Sophie Gross. Parce que c'est un homme qui a su démontrer en même temps sa capacité à gérer des crises et à transformer le pays. On le voit avec la crise sanitaire, avec les crises géostratégiques, et puis la transformation du pays. Je vais prendre un seul exemple, le taux de chômage au plus bas depuis 15 ans. Et ça, quand je discute autour de moi, c'est vraiment un réel espoir pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Parce que c'est un homme capable, il l'a démontré lors du dernier quinquennat, en adaptant les mesures à chaque fois que c'était nécessaire, mais tout en continuant en ayant une vision à transformer le pays. Emmanuel Macron est un homme humain qui a un projet réaliste et on voit qu'avec les dernières crises que nous avons traversées, avec la transformation du pays, c'est le seul, pour moi, qui est capable, dans un moment où l'Europe est indispensable, de porter une France forte dans une Europe forte et unie. Les projets phares d'Emmanuel Macron, c'est de continuer l'émancipation de chacun et chacune. Et pour ça, ça passe par un renforcement de l'éducation. On va continuer à dédoubler les classes. C'est de faire en sorte que le grand âge soit bien pris en compte, parce qu'on a tous droit à une vie digne. C'est aussi la solidarité à la source. Et la solidarité à la source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prestations auxquelles chacun et chacune a droit sera versées automatiquement. Et puis, un projet aussi, c'est le retour au plein emploi. Un peu de culture comme chaque mercredi à 19h, Alicia Iblot vous propose d'ouvrir la boîte à malice. Et aujourd'hui, l'émission sera entièrement consacrée à la victoire de la musique 2015, à savoir le Messin Cascadeur. Avec Revenant, l'auteur, compositeur, interprète casqué signe un 4e album riche d'envolées pop et lyriques. Un album dans lequel il se met à nu en chantant pour moitié en français.
comme il explique. Écoutez cet extrait. Il est évident que l'apparition du français, c'est pour ça revenant, c'était aussi la langue qui revient, et puis une apparition. Ça rejoint finalement ce qui était ancestral, c'est qu'avant Cascadeur, j'avais fait d'autres choses, notamment des trucs en français. Donc c'est renouer aussi avec ces terres-là. Et puis ce que je voulais, c'était effectivement ce dévoilement. Un dévoilement, quand je parle de temps, c'était ça. Un dévoilement dans la durée. Je savais, même si, encore une fois, ce n'est pas un programme que j'applique, je ne suis pas encore un homme politique, il y avait quand même vraiment cette prise de conscience de se dire que j'essayais de tendre un fil, un peu comme un funambule, et puis qu'il y aurait des étapes. Et je savais qu'à un moment, l'étape, ça serait le basculement vers ma propre langue, quelque part. Parce qu'elle est toujours masquée, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de soi? Est-ce qu'il y a vraiment deux personnages? Non, je ne crois pas. À force de côtoyer ce qui pourrait être considéré comme un personnage, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout un personnage. J'ai l'impression que je suis encore plus moi-même. Et ça me permet d'assumer un certain nombre de choses que sans doute, sans le masque, sans les casques, sans les artifices, je ne pourrais pas assumer. Et donc j'ai l'impression d'être plus humain lorsque je le suis moins. Un entretien à découvrir en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice et bien sûr sur notre site internet moselle.tv. Et nous sommes mercredi, c'est l'heure de l'environnement. Je vous en parlais en titre. Un nouveau média vient de voir le jour, Airtree, la radio qui recycle. Il s'agit d'un projet du CIDEM sur le thème de l'extension des consignes de tri et de la réduction des déchets. Projet proposé aux écoles primaires et au collège. Une classe de l'école Jean Monnet de Rohrbach-les-Bitches y participe justement. Reportage sur place avec nos confrères de Mosaïque Cristal. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue à toutes et à tous à Tri Recycle, l'émission radio des CM1-CM2 à l'école de Rohrbach-les-Bitches consacrée au thème du recyclage des déchets et de la préservation de l'environnement. Tout est dit. Avec sérieux et déjà professionnalisme, les élèves enregistrent leur émission avec les moyens techniques de Radio Franca. Plusieurs moments rythment cette émission, notamment l'interview d'une personne de la mairie. Voici donc ma première question. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur les initiatives déjà mises en place actuelles dans le village de Rohrbach-les-Bitches en faveur du tri des déchets et de la préservation de l'environnement? Plusieurs exemples, le tri par exemple des piles dans les magasins, les collectes de vêtements, de chaussures, de cartons, de papier à différents endroits de la commune, le verre aussi, donc tous ces éléments qui sont recyclés. Et puis ensuite est en place à Rohrbach-les-Bitches, on a la chance d'avoir une déchetterie où là aussi il y a un tri qui est effectué dans différents conteneurs. Vous venez d'écouter en exclusivité un extrait de l'interview accordée à Gwendoline par Thierry Pierson. Il a aussi évoqué en sa compagnie la mise en place prochaine d'un deuxième bac poubelle pour collecter les déchets recyclables dans le cadre de l'extension des consignes de tri. L'enregistrement de cette émission de radio était la finalité d'un projet beaucoup plus global mené tout au long de l'année par les enfants avec de nombreux acteurs institutionnels autour du tri des déchets et du respect de l'environnement. L'intérêt de cette démarche est double. Placer les élèves en situation de projet et d'en faire vraiment des citoyens à la fois éclairés et acteurs qui seront aptes non seulement à sensibiliser leurs pairs, leurs parents, les adultes et tout un chacun au respect de l'environnement et de la nature et également à devenir plus tard en tant que CM1, CM2 de futurs citoyens engagés dans la préservation et la valorisation du monde de demain et de ses ressources. En plus des élèves de cours moyen de Rohrbach-les-Bitches, cette autre classe participe à la 6e édition du Pass Écolo proposé par le CIDEM. Chacune d'entre elles sera récompensée. Et un mot de sport avant notre invité ce soir. Metz Handball accueille Fleury en championnat. Les Dragons invaincus veulent poursuivre sur leur lancée après leur qualification historique pour le Final Four de la Ligue des Champions. C'était en 8e de finale contre Dortmund. Un match que vous pourrez suivre donc ce soir en direct et en exclusivité sur Moselle TV. Prise d'antenne à 19h50 avec Arnaud Demerlet bien sûr et Mathieu Anquinet. Allez, tout de suite l'invité.
Et ce soir, je vous le disais, Fabien Di Filippo, député de la 4e circonscription de la Moselle, est avec moi en visioconférence. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Nous allons revenir avec vous sur cette polémique à quelques jours du premier tour de la présidentielle concernant le droit local pour contextualiser l'application de la loi du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique suscite des craintes en Alsace-Moselle sur la pérennité des 2 jours fériés spécifiques que sont le vendredi saint et le 26 décembre. Le gouvernement a tenté de rassurer dernièrement en notifiant que cette loi n'aurait pas d'effet sur ce droit local. Alors je vous posais cette question toute simple, est-ce que c'est une fausse polémique, Fabien Di Filippo ? Alors, ce sont plus que des craintes. En l'occurrence, ce sont des choses qui sont avérées, qui provoquent ici de l'incompréhension, de la colère. Vous l'avez dit, il y a le vote de cette loi au départ par la majorité macroniste en 2019 sur la transformation de la fonction publique et un paragraphe assez insidieux et assez flou finalement sur l'application de l'annualisation du temps de travail, notamment dans la fonction publique territoriale, puisque c'est ici ce qui nous intéresse. Et ensuite, parce que le diable est toujours dans les décrets et les circulaires d'application, eh bien, il y a eu en fin d'année une circulaire de la préfecture de région, et c'est à ce moment-là que certains parlementaires ont interrogé fortement le Premier ministre sur le sujet, et il l'a confirmé, pas d'exception pour l'Alsace-Moselle. Donc en ayant une annualisation du temps de travail à 1607 heures au lieu des 1593 que nous avions avec les jours fériés du vendredi saint et de la Saint-Étienne qui étaient neutralisés, eh bien c'est là qu'est l'hypocrisie de la part du gouvernement et de la majorité. Eh bien les jours restent fériés, mais s'ils sont fériés et non travaillés, eh bien les personnes doivent les rattraper soit ailleurs dans l'année, soit en faisant 3 minutes de plus par jour pendant 252 jours ouvrés, ce qui est proprement ridicule. Est-ce que ça remet concrètement en cause ce droit local, finalement, cette loi ? Oui, on se rend compte avec cette majorité très technocratique qu'on a eu plusieurs attaques insidieuses sur notre droit local. Et alors, s'il n'y a pas une remise en cause immédiate pour tous les salariés, puisque là on parle de la fonction publique, eh bien malgré tout derrière, il y a des coups de canif. Et étape après étape, on revient sur ce que sont les fondements de notre droit local, sur ce qu'est notre culture, sur ce qu'est notre identité dans nos territoires alsaciens et mosellans. Et non seulement c'est kafkaïen et inapplicable, mais en plus, ça n'apporte absolument rien sur le plan du travail et le plan de l'économie. Justement, certains élus qualifient donc cette loi de porte d'entrée finalement pour une remise en cause générale plus large des spécificités, des traditions de l'Alsace-Moselle. Est-ce que vous voyez cela aussi comme ça, comme une porte d'entrée ? Oui, on le voit petit à petit sur ce texte, sur d'autres, eh bien, les dispositions d'ordre général être imposées, y compris à l'Alsace et à la Moselle sur des aspects qui relèvent du droit local. Et donc, ce qui aujourd'hui peut paraître un peu anodin ou concerner une minorité de personnes est en fait un cheval de Troie très très puissant, puisque après, eh bien, on l'appliquera à d'autres secteurs, puis on remettra carrément en cause, puisque c'est inapplicable de le diluer sur l'année, l'existence même de ces jours fériés, etc., etc. Il faut être très très ferme sur la défense de notre droit local, aussi bien. Ça ne concerne pas que les jours fériés, mais ça concerne certains aspects du Code du travail, de la sécurité sociale, sur des aspects qui concernent aussi les règles qui régissent les activités dans la ruralité. C'est des choses qui sont vraiment fondamentales. Et je crois que, vu la manière dont ça fonctionne, on n'a pas à en rougir. Et quelles sont les réactions finalement des agents sur le terrain que vous côtoyez ? Très largement, nos concitoyens sont assez scandalisés par cette décision et la manière aveugle dont elle s'applique, parce qu'il y avait une promesse de la part du gouvernement de prise en compte de la différenciation et de la spécificité des territoires. Mais là où le discours était rassurant, l'application est totalement contraire. Et donc, la réaction sur le terrain, c'est plutôt de la colère. Et si on parle maintenant des agents publics qui sont concernés, eh bien, ils rient jaune, mais pour eux, eh bien, on va leur demander de finir alors à 17h33 ou 18h03 au lieu de 17h30 ou 18h. Comment est-ce que ça peut être mis en œuvre ? On ne peut pas adapter l'horaire de fonctionnement ou d'ouverture des services. Personne ne peut le contrôler. C'est une mesure absolument ridicule. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui ? Est-ce que cette loi de 2019 doit faire une exception pour l'Alsace-Moselle ? Bien entendu, comme pour tous les jours fériés,
qui sont neutralisés dans le calcul du temps de travail annuel, nos jours fériés spécifiques doivent donner lieu à une neutralisation. Ça a toujours été le cas jusque-là, ça a toujours très bien fonctionné comme ça et ça n'a empêché personne ni de vivre, ni de travailler dans de bonnes conditions. Il faut faire attention à ce mode de gouvernement qui consiste à empiler toujours des complexités normatives et bureaucratiques et à imposer des contraintes supplémentaires sur le terrain qui n'apportent rien dans le fonctionnement de tous les jours. Parce que ce que cette mesure va coûter en absurdité est bien supérieur à ce qu'elle pourrait potentiellement rapporter en termes de temps de travail. Alors une pétition a été lancée par Christine Herzog, sénatrice de la Moselle, justement sur ce sujet. Elle a récolté pour le moment près de 1800 signatures. C'est la bonne méthode selon vous ? Je pense qu'il y a plusieurs modes d'action et tous peuvent être complémentaires. Alors là, on parle d'une pétition. Les parlementaires alsaciens ont saisi le Premier ministre. De mon côté, j'ai également saisi le gouvernement. Il doit y avoir, parce que cela va se jouer à un niveau législatif, et on est dans une période électorale. Alors on est dans cette période de flou où on sait très bien que le gouvernement avec qui on combat depuis un mois sur le sujet, ça ne sera pas celui qui sera en place encore dans 2 semaines. Donc il faut s'inscrire dans une perspective de long terme, aussi bien avec les sénateurs qu'avec les députés alsaciens et mosellans, et porter ce message très fortement pour qu'il y ait une correction ou réglementaire ou législative dès le début du prochain mandat. Merci beaucoup Fabien Di Filippo, donc député de la 4e circonscription de la Moselle, d'avoir accepté notre invitation. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour. En marge du festival le livre à Metz qui se déroule ce week-end, le réseau de transport de Metz Métropole propose de redécouvrir la lecture autrement. Des œuvres ont été ainsi dispersées dans plusieurs bus du réseau Le Met. L'association Lire et Faire Lire propose également jusqu'à vendredi des lectures de brèves, de nouvelles et de romans dans certains bus au départ de la place de République. C'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du face-à-face et de la boîte à malice. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.